J'ai besoin de ça, c'est-à-dire c'est un truc vital comme respirer, quoi. Je suis devant du public et il faut que je trouve quelque chose pour les faire rire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mon invité d'aujourd'hui est une des personnalités préférées des Français. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, il a su faire honneur à sa région natale à travers ses films, dont son triomphant Bienvenue chez les Ch'tis qui comptabilise plus de 20 millions d'entrées. Figure centrale de la comédie populaire française, ses films dépassent systématiquement des millions d'entrées. Mais avant d'enchaîner les succès, il a connu les années de galère. Faire le mime dans les rues, jouer de la guitare, partager un 20 mètres carrés à Paris avec des copains, tout en se produisant sur des scènes ouvertes. Comédien passionné, il a su convaincre et embarquer les Français dans ses histoires et personnages, jusqu'à devenir un acteur et un réalisateur incontournable du paysage culturel français. Le temps d'une pause, il a accepté de revenir sur les dessous de son parcours, depuis son enfance à Armentières jusqu'au cœur des Français, en évoquant ses épreuves, sa consécration, ses doutes et ses projets. Bonjour Danny Boone. Bonjour Alexandre. Oh là là, comment ça va? Mais bien. Tu es né au sein d'un milieu modeste avec tes frères Alexis et Philippe. Ton père était un ex-boxeur, chauffeur routier originaire d'Algérie. Ta maman, femme au foyer. À quoi ressemblait... Femme de ménage. Femme de ménage. Parce qu'elle est Elle devenue devenue femme de ménage pour t'aider. Pour payer les études, quoi, Ouais. de ses fils. Et à quoi ressemblait ton enfance? Quand je dis ça... À quoi ressemblait mon enfance? J'ai eu une enfance difficile mais heureuse. En fait, j'ai eu une enfance qui a été où j'ai des très beaux souvenirs, j'ai des moments clés, mais j'ai eu une enfance heureuse en fait. Enfin heureuse, oui. Dur, mais... Oui, dur. Oui, c'était dur. Bien sûr, c'était dur. Mon père rencontre ma mère à la station où mes grands-parents la forcent, ils l'enlèvent de l'école pour servir à la station essence. Mon grand-père était garagiste, il avait une station Shell au pont de Nieppe, là où a grandi Lynn Renaud d'ailleurs, elle se souvient même de cette station-service. Cette station, qui était celle de mes grands-parents. Et voilà, du côté maternel, c'est une famille de religieux, de musiciens et de commerçants. Du Nord. Ce qui clash un peu avec la partie de ton papa. Non, en fait, ça clash pas. Ça clash pas si on est différence. ouvert d'esprit. Voilà, bon, après, ils avaient 18 ans de différence. Ouais, 18 ans. 18, bon. Et ta maman donc, était mineure quand elle est enceinte de toi. Ma mère était mineure quand elle est tombée enceinte de mon père. Et puis, voilà, mais ils étaient très amoureux. Et en fait, mes grands-parents lui ont dit, soit tu restes, tu restes, on te met dans une école de filles-mères, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, quand la jeune fille fautait. Et soit tu pars avec ton Kabyle, là, et on te voit plus jamais. Hein. Voilà, et elle est partie. Avec lui, tant mieux. Et alors, elle est partie, elle a été logée très gentiment près de l'église Saint-Va, où elle avait fait ses 2 communions. Parce que elle était une famille donc, de très religieux, de gens très religieux, et elle a été aidée par le curé de sa paroisse, en fait, et qui lui a permis de vivre dans une petite cabane en tôle ondulée, qui était derrière, dans un petit terrain vague à côté de l'église. Et une cousine de ma mère l'a vue dans cet endroit. Et c'est ma mère qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et elle était enceinte de moi dans un truc sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans moment. Et elle est allée voir mes arrière-grands-parents. Qui eux n'avaient pas coupé les ponts ou avaient envie de l'aider, quoi. Ouais. Et j'ai mon arrière-grand-père qui s'appelait André Bailleul et Aldegonde Bailleul, mon arrière-grand-mère. Ils sont allés chercher mes parents en disant on va vous aider. Et ça a été mes grands-parents. J'ai pas connu mon grand-père, j'ai vu un peu ma grand-mère qui voulait pas nous voir, même il voulait plus voir sa fille, quoi. Donc le fait d'avoir été rejeté, banni, ça a été un moment. C'est sûr que c'est dur, mais quand on est enfant, d'abord on pense que c'est pareil pour tout le monde.
Donc on se dit aux copains à l'école, on dit, mais pourquoi il y a ton grand-père? Je comprends pas, t'as pas été banni, toi? Donc déjà ça. Et l'autre dit, bah non, je vais chez lui, il me s'occupe de moi, et tout ça, mes grands-parents. Je dis, ah bon, mais comment c'est possible? C'est bizarre. Et donc voilà. Et puis dans un second temps, on essaie de comprendre pourquoi. On se dit, mais pourquoi j'ai pas demandé spécialement à être là. Je suis content d'être là, mais pourquoi je suis rejeté comme ça, quoi? Et pourquoi je vois ma mère souffrir de ça? Ma mère souffrait énormément, parce qu'elle était très jeune, et donc elle avait un côté un peu immature. Elle avait rien connu, et d'un seul coup, elle se retrouvait livrée à elle-même. Bon, elle a été aidée par ses grands-parents, mais c'était très dur pour elle, surtout de pas aller. Et ton papa était encore là? Mon père était là, ouais. Il s'est babarré? Non, bien sûr, non, il est pas parti. Non, il était là, il soutenait la famille, il bossait beaucoup. Donc là, c'était un bel exemple. C'était un bannissement total d'ailleurs de la part des parents. Est-ce qu'il y avait aussi des préjugés, où tu le sentais, préjugés ouais, oui, sur les origines, parce que tu me parlais à l'école, est-ce que tu le sentais ou assez peu? Alors, les enfants peuvent être assez méchants parfois. Quand on s'appelle Daniel Amidou, non, parce que c'est pas flagrant. Ouais. Après, quand mon père venait, oui, à l'école, certains élèves avaient des réflexions désagréables, mais c'est pas. En fait, non. Alors, ce qui était difficile, c'était de se dire, mais je comprends pas pourquoi on est rejeté pour des histoires d'origine. Mon père étant kabyle, il y avait aussi le problème entre les Arabes et les Kabyles, voilà. Donc moi, c'était la double peine, quoi. C'est-à-dire que on est parti très peu de fois, mais on est parti en vacances. On est parti 3 fois en Algérie, en Kabylie. Et gamin, on souffrait du racisme envers des Arabes, envers les Kabyles, et aussi envers les Français, quoi. La double peine, voilà. Bon, je l'ai bien vécu. J'étais très bagarreur. Je me suis défendu. Je me laissais pas faire. Ouais. Très souvent. Quand ça méritait, ça que tu disais. Non, mais mon père était boxeur. A été boxeur professionnel. Mi-lourd, donc le premier truc qu'il dit, tu tapes. Il disait, tape le premier. Il dit, il y a une embrouille, tape le premier. Il est plus grand que toi, vise le bas. Il y avait quand j'étais gamin, vécu, quoi. Il fallait qu'on se défende. Après, il y a des fois où je me suis battu, mon père m'a engueulé parce qu'il n'était pas content. Et après, je suis rentré au catéchisme et j'ai aimé mon prochain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté de me battre pour dire, c'est pas possible, quoi. Il faut pouvoir s'expliquer, il faut avoir le sens des autres et machin. Bon, mais j'ai été très mature très vite parce que je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi on est rejeté? Pourquoi ma mère souffre? Tu as dû aussi t'occuper de ta maman. En particulier, ce que tu dis très justement, tu la faisais rire. Et c'est une manière de la faire sortir de sa vie qui était une vie extrêmement compliquée. Ouais, les souvenirs les plus lointains de ce désir et de ce besoin de faire rire, c'était pour ma mère. C'était pour ma mère et même elle, de toute façon, elle aussi avait de l'humour. Bon, il y avait des moments où elle n'était pas bien du tout, mais comme j'étais angoissé de la voir mal, et que j'étais devenu à la fois, j'étais son seul lien familial. Ouais. Son ami, son fils, son confident. Son fils, son frère, son confident, voilà, j'étais. Tu souviens quelque chose qui la faisait rire tout le temps? Qu'est-ce qui la faisait rire? Non, pas de trucs en particulier, les trucs qu'on racontait, qu'on inventait. Moi, quand j'étais petit, le premier truc, je devais avoir 4-5 ans et je chopais les expressions d'adultes un peu complexes, et je les sortais à table sans comprendre ce que je disais, mais je jouais à l'adulte. Ça la faisait beaucoup rire, ça. Tu quittes la maison assez jeune, parce que tu quittes la maison à 15 ans. Ouais. Tu quittes la maison parce que, d'une certaine manière, ton papa veut pas vraiment accepter que tu veux être artiste. Il voulait qu'on soit... il voulait pas que je sois artiste. Ouais. Éducation. C'était... Pour lui, il n'acceptait pas. Il avait peur. Je pense qu'il était angoissé. Comme il avait aussi beaucoup galéré, souffert, parce que mon père était le seul fils de ses parents, parce que ses parents ont divorcé en Algérie dans les années 30, ce qui est pas fréquent, en Kabylie. Donc, et ma grand-mère est partie vivre à Alger, ma grand-mère paternelle. Je l'ai vue 2 fois dans ma vie. Et elle était pas très maternelle. Et elle s'est pas du tout occupée de mon père. C'est-à-dire que la porte, quand on frappait, était plus sympa que ma grand-mère. Quand on faisait un bisou.
Donc tu l'as pas vu souvent dans ce cas-là. 2 fois. Et même mon père, il a été élevé par une femme extraordinaire qui avait une ferme, qui était une veuve, qui avait une ferme en Kabylie, qui était pas loin de là où vivait mon père. Enfin, mes grands-parents, mon grand-père et sa nouvelle femme. Et en fait, eux ils ont eu des enfants, mais sa belle-mère ne l'aimait pas, donc il a galéré, quoi. Ils l'ont fait bosser très jeune. Et donc, il est parti avec son demi-frère. Et ils sont venus en France à l'époque où l'Algérie était encore française. Et voilà. Et pour faire carrière, enfin pour essayer de faire, enfin il était boxeur, puis ensuite il est devenu chauffeur routier. Mais il s'est battu, ça a été compliqué. Il savait pas lire, pas écrire. Il a appris petit à petit. Je sais même pas. Bon, il est plus là pour le dire, mais comment il a passé son permis poids lourd, quoi. Je sais pas. C'est un truc de dingue. Et donc te voir avoir cette vie de saltimbanque, de dire je veux être artiste, c'était niet. Ouais, c'était non, quoi. C'est pour lui, c'était. Donc là, et ta maman dit quelque chose, une phrase que j'adore, qui dit je comprends que tu partes, fais ce que tu aimes. Oui, c'est vrai. Alors que pour elle, c'était un déchirement total de devoir partir. En disant ça, ouais. Bah, obligatoire. Tu dois partir. Son rock est là, elle t'envoie. C'est magnifique. Elle avait peur qu'on l'abandonne, en fait. Elle avait peur d'être encore rejetée, abandonnée à nouveau par ses enfants. Et évidemment, ça n'a pas été le cas, c'est toujours pas le cas. Avant d'exploiter tes dons de comique, tu choisis de t'orienter d'abord vers des études d'art plastique au sein de l'école supérieure des arts Saint-Luc de Tournai, en Belgique. Ouais. C'est un contrat que j'ai passé avec mes parents, en fait, parce que mes parents m'ont laissé partir. Je vivais chez un ami, Philippe Olvout, qui était artiste peintre. Et on vivait avec Sophie Artaud, sa femme. Oui. On vivait ensemble dans une fermette en Belgique. Et j'ai fait Saint-Luc. Ouais, je suis allé à Saint-Luc, à Tournai, à Mobilette. Et j'avais là-bas, d'abord j'étais interne, puis ensuite j'ai eu une piole, ce qu'on appelle un cote en Belgique, on appelle ça un cote, c'est du flamand, ça veut dire un taudis. Donc je vivais dans une toute petite piole qui était très chouette, d'étudiants, mais il fallait la payer. Donc ma mère m'aidait avec son salaire de femme de ménage, et puis moi je faisais un peu de spectacle, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, je voulais faire du théâtre. À 10 ans, j'écris une lettre au théâtre de Lille pour rentrer comme balayeur. Que tu n'as jamais envoyé? Que j'ai pas envoyé, ouais. Tu l'as encore, cette lettre? Ma mère doit l'avoir, ouais, sûrement. Ça doit être quelque part. Et parce que je voulais gravir les échelons petit à petit. D'abord balayeur, ensuite on place les gens, ensuite on est figurant, ensuite on a une phrase, 2 phrases, puis après on a un rôle. Mais ce que tu dis là, c'est que déjà à 10 ans, je veux faire ça. Théâtre. Pas cinéma, théâtre. Ah oui, c'est le théâtre. Mais encore aujourd'hui, hein. Je suis content de faire du cinéma, j'adore. Mais là où tu prends le plus de plaisir. Non, c'est pas. On va dire différent. En fait, la différence, elle est que le théâtre, évidemment, on est en contact direct avec le public. En fait, avant d'être en contact avec le public au cinéma, on travaille un truc pareil, ce que je disais, artisanal, on ne sait pas où on va, on cherche. Mais c'est très dur d'être très très bon dans les deux. Il y en a beaucoup qui sont très très bons dans les deux. C'est très dur d'être très bon. Simplement. N'importe où. Déjà. Non, mais n'importe où. Déjà. Non, dans un métier artistique, c'est très dur d'être bon déjà ou de rester bon. D'ailleurs, il y avait une phrase au cours Simon que je lisais tout le temps, à chaque fois que je rentrais dans le cours Simon. C'est une phrase de Goethe qui disait la vraie gloire est de durer. Je trouvais ça très, très vrai et très juste. C'est-à-dire que la difficulté de se renouveler, d'inventer des nouvelles histoires, de continuer à faire rire de manière différente, d'évoluer avec ton public aussi. Mais quand tu me dis à 10 ans, mais t'es jamais allé au théâtre. Non. Tes parents t'ont jamais amené au théâtre. Alors, je me suis retrouvé sur une scène de théâtre j'avais un peu avant 10 ans, 9-10 ans, avec, je sais plus si c'était un centre aéré ou avec l'école, où on visitait un truc, une expo, et on traverse un théâtre, alors dire où c'est, je sais plus, j'étais du côté de Roubaix, et j'ai la révélation, c'est-à-dire que je me retrouve, c'est quand même des trucs de fou, quoi. C'est à 9 ans, je me retrouve sur la scène avec mes copains, on avance avec l'instit ou le moniteur, je sais plus, mais je me retrouve dans une salle de théâtre qui est toute noire, il y a juste une lampe au milieu sur la scène, là, une veilleuse, quoi, qu'il y a toujours.
Et il y a juste le silence, la magie de cet endroit. Et surtout, je lève les yeux sur la scène et je vois les cintres, c'est-à-dire tous les endroits où on peut faire monter les décors. Ouais. C'est-à-dire, il y avait 3 fois la hauteur qu'il y avait de la salle, avec les cintres et les projecteurs et les accrochés, les tringles et les trucs et les rideaux, et la beauté de l'endroit, d'un vieux théâtre, d'un endroit totalement intemporel. C'est-à-dire que, à part la lampe, l'ampoule qui était au milieu du plateau, on ne pouvait pas dire à quelle époque on était, quelle heure il était, où est-ce qu'on était. Et je me suis dit, cet endroit est un temple. Il y a une magie, un temple de l'émotion, en fait. Et c'est quand même dingue. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Après, j'ai galéré parce que mes parents m'ont dit mais ça va pas, jamais de la vie, voilà. Et comme j'étais doué en dessin et que j'étais doué pour les arts, j'étais doué en dessin et ils ont dit bon, si tu fais des études de dessin, on pleurera moins. Ceci étant, ça dure un temps. 1989, tu décides de tout plaquer. Je suis diplômé. Bravo. J'ai travaillé un peu dans le dessin animé. Après. Tu es diplômé, tu travailles un peu dans le business, mais quand même tu décides de tout plaquer et tu rejoins la capitale pour suivre, tu le disais, le cours Simon. Alors, quel nom tu utilisais? Tu disais que tu es né Daniel Amidou. Quel nom tu utilises quand tu arrives là-bas? Mais Danny Boone, mais je m'appelais Danny Boone déjà en Belgique. Quand j'étais en Belgique, on m'appelait Danny Boone. Parce que, alors, Danny Boone, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette émission. Un trappeur, explorateur qui a traversé l'Alaska à pied, qui était un mec qui a existé. Et il y a eu une série sur lui, Daniel Boone. Dans les années 70. Mais pourquoi? Je ne connaissais pas d'ailleurs. J'ai découvert ça après. Mais pourquoi? C'est quelqu'un qui a trouvé qu'il lui ressemblait? Philippe Holvoot. Non, comme j'avais des moments très calmes et très timides et très introvertis, puis d'un seul coup, je partais, ça partait quoi. Et je délirais, j'inventais des trucs, je faisais l'andouille. Et donc ton pote Philippe, oui. Mais il m'a appelé comme ça. Parce qu'il s'est dit, tiens, ça me rappelle ce gars-là. Ouais, il m'a dit que j'étais un furieux et que j'étais genre un casse-cou, un furieux. Donc il m'appelait Danny Boone. Il m'appelait Daniel, il m'appelait Danny Boone. Ouais. En fait, voilà. Donc c'est resté. C'est resté. Toi, c'est allé? Oui, moi je n'ai pas posé la question, quoi. Oui, puis comme j'étais très angoissé de monter sur scène et très timide, et que j'avais un trac fou, mais vraiment, quand j'ai démarré, le fait de changer de nom pour monter sur scène, c'était comme si c'était un autre personnage. Quand tu arrives, c'est que tu dis, je te cite, hein, j'ai des pires que pauvres. Quand tu arrives à ce moment-là, tu fais les mimes, tu tentes de te produire au théâtre Trévise, hein, qui est un théâtre c'est un peu plus tard le Trévise, mais j'étais pire que pauvre parce que je devais de l'argent à tout le monde. J'étais fauché, quoi. T'achètes un piano. Alors ça aussi, c'est une idée intéressante. Une voiture. Déjà, ma mère me donne ses économies. À l'époque, 10 000 francs. L'économie de toute sa vie de femme de ménage. Que malheureusement, je dépense en 3 mois, 4 mois. Dont ce piano? Non, le piano, j'ai payé un tout petit peu. Et après, j'ai fait un crédit. Consommation? C'était l'EM. Que j'ai jamais pu payer parce que le mec était très gentil. Ils vont te retrouver. Il voyait que j'étais passionné. Ça y est, j'étais interdit bancaire, j'ai tout. J'étais saisi, j'ai eu les huissiers. Donc je pouvais pas. En fait, le mec a mis un faux salaire quoi sur le truc parce que je rêvais de ce piano. Et il me dit, vous faites quoi? Je dis, je suis artiste. Il me fait, oh là là. Et, bon, je dis pourquoi? Il dit, ça passera jamais. Il dit, bon, on va mettre un faux salaire, un faux métier. Il voulait vendre son piano, lui. Hein. Non, je suis encore en contact avec lui. C'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vend toujours des pianos. Je peux dire le nom de la société. Bien sûr, lui aussi. C'est Piano Daudet. Piano Daudet. Jean-Marie, merci Jean-Marie. Je suis très reconnaissant. Je lui ai envoyé plein de gens. Le premier piano, parce que je rêvais d'un Steinway, j'ai acheté un Steinway. Je suis allé chez lui, j'ai dit évidemment. Là, cette fois-ci, il dit, je suis toujours artiste, mais là, je peux le payer. Piano pour la scène chez lui, enfin, chez Daudet. Et il était touché par ce que je lui ai raconté, le fait que je voulais être artiste, que je rêvais de faire du piano. Où t'as appris d'ailleurs à jouer au piano? Alors, la marraine de mon frère, Anne-Marie Carrière, mais qui n'a rien à voir avec il y a une actrice qui s'appelait Anne-Marie Carrière, une comédienne. Anne-Marie Carrière, dans le Nord, elle vivait à Villeneuve-d'Ascq. Elle travaillait, elle travaillait à la paroisse d'Ascq. Et elle s'occupait, elle travaillait à l'église. C'est une vieille fille. Elle était prof de piano pour gagner sa vie. Et c'était la marraine d'Alexis, mon frère. Donc on allait une fois par an à son anniversaire chez elle. Il y avait
2 pianos, et dont un piano de travail qui était dans une autre pièce. Et j'étais fasciné par ça, par le son du piano, par les touches, par la beauté de l'instrument. Et elle me laissait jouer dessus, en fait. Et je passais la journée sur le piano. Je revenais pour déjeuner et pour le gâteau de mon frère. Et je retournais sur le piano à jouer. Et elle disait, je la remerciais d'ailleurs souvent. Et je jouais sur le piano. Donc j'étais passionné par ça. Mes parents ne pouvaient pas me payer des cours de piano. Donc ils me disaient, tu veux pas faire un autre instrument moins cher? La flûte? Non, j'ai fait de la guitare. J'ai pris des cours, mais c'est pareil, où j'ai pris des cours de dessin, mais c'était payé par la mairie, en fait. Le sport, c'était sport ouvrier Armentières-Roy, truc culturel. Il y avait des aides pour les ouvriers. Donc, il y avait moins de moyens. On payait pas. Et donc, tu parlais du cours Simon, et c'est important ce que tu dis sur Roselyne Marga, qui était donc la directrice, qui te fait confiance. Grâce à elle, bon, à nouveau, elle ne pas dehors. C'était ma prof. Ouais. Donc, bravo à eux. Ouais. Ceci étant, tu finis quand même par arrêter, tu reprends le dessin. Oui, j'arrête. Tu rentres chez France Animation, là, pour le dessin, il faut quand même gagner de l'argent. Et alors là aussi... En fait, j'étais trop dans la galère. J'étais trop dans la merde. Ouais, mais tu vas faire ça, et c'est ça qui est assez intéressant. Tu es dans la galère, tu dis c'est pas possible, tu vas prendre quelque chose qui t'intéresse peut-être un peu moins, mais qui t'intéresse quand même. Oui, et là, à nouveau, tu rencontres quelqu'un, et là... Qui me dit, qu'est-ce que t'es acteur? Elle me dit, c'est une fille du cours Simon. Elle me dit, toi, t'es acteur? Je lui dis, non, je suis dessinateur. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, s'il y a bien quelqu'un au cours Simon qui devait faire ça, c'est toi. Et je lui dis, mais merde, t'as raison. Mais c'est vrai, quoi. Elle m'ouvre les yeux sur le truc. Mais t'imagines? Tu l'aurais quand même fait, peut-être. Je sais pas, peut-être pas, j'en sais rien. Le lendemain, tu démissionnes. Le lendemain, je vais à la Belle, je bossais à la Belle 35 à l'époque sur Sharky et Georges, qui était un dessin animé. Et je vais voir j'étais chef story d'ailleurs. J'étais devenu chef story. J'étais d'abord Leoutman storyboarder, puis ensuite chef story. J'étais chef story. Je vais voir le directeur, enfin le réalisateur du dessin animé. J'ai dit, j'arrête. On me dit quoi? Je dis, j'arrête. Je pars. Je rendrai pas mon storyboard. Quoi? Mais t'es fou, tu vas te griller dans le métier. Je dis, bah justement, c'est ce que je veux. Je veux me griller, quoi. Et donc je pars comme ça du jour au lendemain en me grillant dans le métier, quoique genre 3 mois après ils m'ont rappelé en disant tu veux pas revenir hein? J'ai dit non, mais je me suis mis en péril. En fait, la mise en abîme est très importante pour ma mère dirait vulgairement se donner un coup de pied au cul, et c'est assez juste, c'est-à-dire pour d'un seul coup t'as plus de choix. T'as plus d'autre choix. Oui, on est face à un mur et on se dit, ou face à un vide, il faut sauter, et on dit bon ben voilà quoi. Pas d'autre choix. Et tant qu'on est attaché au truc, on sautera pas. On revient là, les années commencent, en tout cas tu commences à avoir un peu de lumière. On en a parlé au démarrage de ce podcast, ce sketch qui va te faire connaître. Ouais. Moi j'aime bien le mentorat. Le mentorat est un sujet important. Toi, avec ce que je connais de toi, j'ai remarqué qu'il y a à travers ton parcours des gens qui t'ont tendu la main, les moments... on parlait de Roselyne au cours Simon, qui t'a tenu la main. Philippe Holwood. Et Philippe Holwood, qui m'a poussé à écrire, en fait. Te poussé à écrire. Et puis là, tu retrouves Sylvie Joly. Donc là, c'est Thierry... C'est par Thierry, en fait, que c'est arrivé. En fait, donc je vais au Café de la Gare, je fais mon sketch sur la déprime... et puis, je commence à en écrire d'autres, voilà. Et puis, j'ai un petit succès de gens qui se passionnent pour les gens qui démarrent, dont un fan qui s'appelle Dany Lamy, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Je jouais aux Movies chez Richard Calfa, qui était au rue Michel Lecomte, qui n'existe plus, l'endroit n'existe plus, mais c'était un tout petit café-théâtre de 30 places, qui faisait aussi resto après le spectacle. Et il me voit au Café de la Gare jouer la déprime, et il me dit, est-ce que tu as un spectacle? Je lui dis oui. J'auditionne chez lui un samedi après-midi, et au bout d'un moment j'arrête le texte, je dis non parce qu'après je fais ça et je vais faire ça. Il me dit ben lis. Je dis non, c'est pas encore écrit le texte, mais je dis ça va arriver. Il me fait bon, écoute, d'accord, je te prends. Et au début c'était surtout les copains, on fait venir les gens du Café de la Gare, mais surtout les potes, quoi. Un soir il y a Thierry Joly et Fanny Joly, sa sœur, donc c'est la famille de Sylvie Joly, frère et sœur, et qui me disent, ils me voient après, ils me disent, c'est formidable, on a des sketchs que Sylvie Joly ne joue pas, on aimerait que de jeunes artistes le jouent. Ils avaient
sélectionné 2 personnes qui démarraient, Eli Kaku et moi. Ils avaient vu Eli Kaku au petit point virgule, et donc ils étaient allés voir Eli et moi, et donc je les ai. Je suis ensuite, j'ai eu rendez-vous avec Thierry, il était rue Juge, dans le 14e, dans le 15e, et donc je suis allé dans ses bureaux, parce qu'il écrivait des sketchs, mais pour gagner sa vie, il faisait des spots radio, qui étaient très drôles. Et donc je vais chez lui, et on lit des textes à lui, et moi je suis arrivé avec mon cahier de sketch et d'idées. Et puis je lui dis, tu sais, Thierry, le problème c'est que moi c'est tellement dur d'être sur scène, et tous les soirs je me rends malade à monter sur scène. Voilà, et j'ai besoin de jouer ce que j'écris en fait. J'ai besoin que ça vienne de moi. Donc je lui dis, ça va être compliqué. Et voilà, mais donc je dis, on se lit les trucs. Donc je commence à lire les sketchs qui sont très drôles, hein, les sketchs qu'il avait écrits avec Fanny. Mais je dis, ça me correspond pas. Et donc je lis un sketch à moi. Sur la lecture, et ça le fait marrer, et puis il rebondit, il a une idée, tac, et puis on commence comme ça, sans se le dire, à écrire ensemble en fait, à bosser ensemble et à écrire ensemble. Malheureusement, Thierry était malade, et il était en sursis, et après il a vécu que 2 ans après notre rencontre, et c'était des moments très durs. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos, c'est là où on voit que la scène est aussi une réparation, c'est que c'est devenu un ami très proche. On avait 30 ans d'écart, quoi. Mais c'est devenu mon meilleur ami. Et quelqu'un qui me, en plus, me poussait, me donnait confiance en moi, parce qu'il était très drôle dans la vie. C'était quelqu'un... il était hallucinant de drôlerie et de spontanéité, d'invention. Bon. Et il allait jusqu'à se mettre en péril pour son boulot, juste pour dire une vanne, quoi. Et ensuite, il a dit à Sylvie de venir me voir, et Sylvie est devenue ma marraine. Elle était marraine de Pierre Palmade et de moi. Et puis voilà. Là, le succès arrive, donc tu commences à faire la télévision, qui, on sait aujourd'hui encore, est un endroit où les gens doivent passer pour être remarqués. Patrick Sébastien, et puis... Patrick a été génial aussi. Patrick Sébastien. Grande confiance en toi. En fait, il loue aussi un théâtre pour toi, le théâtre Tristan Bernard. Ouais. Et c'est un vide, il y avait personne. Parce qu'il me dit, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je gagne des festivals. Quand j'étais pas connu, je faisais des festivals. J'en fais 8, j'en gagne 7. Donc, au bout d'un moment, mes potes m'appelaient en disant, tu vas faire le festival de... Je dis, ouais, j'y vais. Ah, il dit, j'irai l'année d'après, c'est pas grave. Donc je gagnais beaucoup de prix. Je joue au Lucernaire. J'ai mon premier interview sur Paris Première à l'époque. J'arrivais pas à parler, et tellement j'étais intimidé de parler de moi. Et puis je joue au Lucernaire. Il y a Jean-Luc Génère qui me fait la couverture de Figaroscope à l'époque, en disant le fils de Zouk et de Raymond DeVos. Donc c'était extraordinaire. Mais j'avais pas encore de public. Ils sont 2 humoristes en plus que t'aimais beaucoup. J'aimais énormément, mais j'ai pas de... Ça marchote, quoi. C'est pas un gros succès, bon. Et puis, je fais... c'est marrant, parce que je retourne en Belgique pour faire un radio crochet avant le spectacle de Patrick Sébastien. Et on est 4-5 à jouer pour un concours à Rochefort. Et lui, il est en coulisses, il regarde comme ça. Et il vient me voir, après, à la fin, il me dit « Mais c'est génial, t'es génial !» Comme ça. Et il me dit « T'as un producteur ?» Je dis « Ben non, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. » Bon. Il y avait des gens qui voulaient éventuellement travailler avec moi, mais ils me disaient « Oh, tu vas te faire ça, je vais te faire ça. » Et là... Et lui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je dis « Je veux jouer dans un théâtre à l'italienne, comme le théâtre que j'ai vu à 9 ans, quoi. » Et il me dit « Ouais, d'accord, c'est parti. » Et je me retrouve à la rentrée au théâtre Tristan Bernard, vide. Parce que personne, on donnait des places au cours Florent, au cours Simon, on filait des places en disant pourvu qu'il y ait des gens. Venez. Je faisais des salles qui étaient, voilà. Et je pouvais pas faire, je fais une émission de télé, il me dit, t'inquiète pas, on va faire Drucker, ça va être génial. Donc je fais Champs-Élysées à l'époque, et quand il avait repris Champs-Élysées, je fais Drucker, et on hésite entre le sketch sur la déprime
et mon sketch où je chante une chanson à la guitare. Je m'appelle Jackie, je suis ch'timi, et je commence à chanter des chansons des Beatles. Je chante et je les détruis. Les mecs qui chantent très mal les chansons très connues. Ah, tu verras, tu verras. Je dis, oh là, c'est nul. La TB, la TB. Je dis, oh là, qu'est-ce que c'est mauvais. Comment ça a pu cartonner ce truc-là? C'est trop mauvais. Je dis, je vais vous chanter une chanson à moi. Je m'appelle Jackie, je suis ch'timi, et mon cousin il s'appelle Jackie aussi. On a fait un barbecue et on a mis le feu à la maison, à la baraque. Donc je chante cette chanson chez Drucker, les gens se marrent, c'est super. Drucker a dit ah c'est formidable. Tout le monde, et le lendemain de la diffusion, je suis dans la rue et les gens me voient, disent oh, dans le métro, me disent ah je vous ai vu à la télé hier. Ah je dis ah oui merci, ça vous a plu? Et ils disent ah bah vous chantez pas terrible hein. Et les gens ont cru que j'étais chanteur. C'était horrible. C'était horrible. Et donc, ça n'a pas du tout rempli la salle. Enfin, les gens ne sont pas venus, quoi. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Oui, enfin, ils comprennent pas pourquoi je chante, quoi. Alors que je chante très mal. Vous avez mal choisi votre sketch. J'avais mal choisi le sketch. Parce qu'ils ont eu peur de la déprime, parce que le sketch était trop long. Enfin, bon. C'était très dur. Mais, et je fais Ballet Masque. Tu vas sur Ballet Masque, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, parce que tu es le moins connu. Je fais rire. Ouais, je suis moins connu du truc. Ouais, t'es même pas moins connu, c'est que tu es inconnu. Ouais. Et tu arrives à être Ballet Masque. Et là, je vais à Mireille Dumas. Mireille Dumas, je parle de mon désir, mon bonheur de faire rire. Et c'est la première fois que je suis dans une émission de télé, on me dit pas « T'as 1 minute 30, vas-y, fais rire !» D'un coup, je suis posé, j'ai le temps, je parle. Et je parle de moi. Il y a un petit extrait qui est pas terrible, mais voilà. Oui, et ça remplit la salle. C'est-à-dire que le lendemain, c'est complet. C'est complet. Pour la télé. Hein. Et je restais une semaine. Il me restait une semaine de spectacle au Tristan Bernard, et je suis complet tous les soirs. Et c'est comme ça que les choses ont démarré, quoi. Donc là, de succès en succès, les sketchs sont chacun assez fameux. Évidemment, le Kawaii, la Poste. Ah, c'est quoi le sketch que tu as préféré jouer? Oula. S'il y en a un. C'est dur, hein, c'est super dur. Un sketch que j'ai préféré jouer. Non, c'est très dur de choisir. J'ai mes sketchs musicaux, piano, j'adore. La guitare, j'adore. Les sketchs avec l'accent du Nord. Si je devais choisir, évidemment, c'est tous mes personnages du Nord. Le mec qui va voir l'assistante sociale avec son fils. Oui. Bah, je dis bonjour madame l'assistante sociale, voilà, on vient parce qu'il y a un problème avec le gamin. Il parle pas, quand il sait pas parler, il fait quand il parle, il fait on comprend rien. Il y a 5 ans, on comprend rien. Ah, vous voudrez pas qu'il soit interdit mental, quoi. Donc, il faudrait lui donner un petit peu de vocalisation, quoi. Voilà. Et c'est une sorte de personnage du Nord qui pourrait être un de mes oncles. Et en fait, il se rend compte, il dit, on l'a adopté en Angleterre, le gamin. Et en fait, et on se rend compte petit à petit que c'est un chien. Et que le mec est allé adopter, un gamin avec sa femme, en Angleterre, et il dit bah, il y avait du brouillard, on n'a pas bien vu. On se disait aussi, c'est pour ça, il y a un système pilote très développé pour son âge, qu'on était obligé de le raser tous les matins. Il dit bah, et du coup, il dit mais alors, il parlera jamais, quoi, il fera jamais des études et tout. Il est dévasté, quoi. Et il est dévasté, il dit oh là là. Et les gens du Nord, quand tu fais ça, ils adorent. Ils adorent. Il dit on le fera pas, mais il mériterait. C'est mes voisins, c'est le quartier où j'ai grandi, quoi. Et donc. Et à la fin du sketch, il appelle sa femme pour dire, faut lui dire doucement parce qu'elle va être choquée, quoi. Il appelle sa femme et il dit à l'assistante sociale, il fait quoi? Ma femme? Une chèvre? Et donc, en fait, toute sa famille est animale. Parlons du cinéma. Là, on a des films qui sont pas forcément des grands succès. On parle de Bimboland, Pédale dure, qui sont d'ailleurs des flops. Alors, Bimboland, oui, ça marche pas. Moi, j'ai un petit rôle dedans, mais surtout, j'ai le souvenir de... Et c'est la première fois que je joue au cinéma, non. Alors, j'ai joué avant, j'ai fait un film de Bassek Bakobio qui s'appelle Le Grand Blanc de Lambaréné. Personne l'a vu et c'est une catastrophe. Et là, c'est un truc... T'as une réplique quand même Docteur Schweitzer, Caméo, il est quelle heure, Docteur Schweitzer? Non, je sais pas. Non, en fait, je joue un jeune médecin qui s'appelle le Docteur Altmaier, qui a existé d'ailleurs, qui s'est suicidé, le pauvre, qui, au moment où Schweitzer avait à Lambaréné son hôpital pour les lépreux, au milieu de la jungle, au Gabon, en fait, son père, il est jeune médecin, et son père lui dit, alsacien, son père lui dit, va chez Schweitzer,
Et il va faire de toi un grand médecin, un homme. Bon, bref. Et en fait, l'autre supporte pas et ça se passe très mal pour lui. Et le docteur Elmeyer, le pauvre, s'est suicidé là-bas. Et c'est un drame. Le film est un drame. J'ai un petit rôle, mais quand même un rôle important. Je joue avec André Wims, qui joue Schweitzer, et Marisa Berenson, qui fait sa femme. Quand même du beau monde. Et c'est une première expérience de tournage. Le film n'a pas marché du tout. Enfin bref, ça a été une catastrophe, mais c'était ma première expérience. Et ensuite, le premier film, disons, connu qui n'a pas marché, c'est effectivement Bimboland, où je joue pour la première fois avec Gérard Depardieu, que je rencontre, où je vois ce que c'est que d'être très connu quand on tournait dans la rue, ce que j'ai découvert après avoir fait les ch'tis. Je vois, et surtout, je suis face à quelqu'un qui est d'une grande générosité, un mec, enfin, un artiste incroyable, très touchant. J'étais en admiration devant lui et il m'a aidé. Enfin, je veux dire, c'était pas obligatoire, quoi. On avait des scènes ensemble, très peu, mais on avait des scènes. Et moi, je précipitais un peu, j'étais un peu en panique. Bon, bref. Et lui me calmait, me disait, fais ça. Il m'a donné des conseils fabuleux. Alors, lui et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil aussi, hein. Ouais. J'ai fait avec lui mon meilleur ami de Patrice Lecomte. Ça a été une très belle rencontre, et pareil. Alors, point important après, c'est que après flop commerciaux, grand succès, puisque voilà, tu es catégorie meilleur acteur dans le second rôle pour Joyeux Noël de Christian Carayon. Qui est le premier film où je joue, premier film dramatique où je joue un personnage sérieux, où d'un seul coup le métier du cinéma, parce que c'est toujours très dur, c'est des castes en fait. Si on fait du one man show, on peut pas faire du théâtre. Très clivant. Si on peut pas faire, si on fait, c'est voilà. Et là, tu fais quelque chose. Je joue un rôle triste. C'est pas une comédie. Un personnage très très beau. Le film est très beau d'ailleurs, sur la fraternité entre les soldats anglais, allemands et français, et la fraternisation. Et je fais un rôle de Ponchel, un rôle de ch'ti encore d'ailleurs. Ce qu'il est ch'ti, là. Je parle un peu comme ça dans le film. Et c'est un rôle magnifique. Ouais, superbe revanche. Oui, c'est une belle revanche. C'est une belle. Là, tu rentres dans le milieu du cinéma. Oui, je suis accepté. Ouais, c'est ça. Alors après. Alors avant, parce qu'avant il y a eu les Molières. Parce que j'ai eu plusieurs fois, j'étais nommé aux Molières sans être jamais nominé. Non, jamais nommé. J'ai été nominé sans être nommé. En tout cas, je suis rentré les mains vides, mais où on jouait des sketchs. J'avais fait la lecture et c'était horrible. Personne riait. C'est d'ailleurs ma rencontre avec Raymond DeVos qui a été très importante. Je joue la lecture où je dis qu'il faut lire et je fais un personnage complètement nul qui dit que Harlequin c'est le plus grand auteur de toute l'histoire de la littérature. Et je lis un passage où Samantha et Steve en Ferrari rouge. Je sais pas lire en fait. Bon, je lis le texte et en fait je continue sur l'autre page. Je sais pas qu'il faut s'arrêter au collage. Donc je lis les numéros en pensant que c'est dans l'histoire, enfin les numéros de page. Donc je fais un personnage. Et j'adore ce genre de personnages qui sont très prétentieux et c'est juste un gros débile quoi. Et je fais ça au Molière où je suis donc nominé et je fais un bide monumental. Et dans la coulisse me regardait Raymond DeVos qui allait recevoir un prix d'honneur, un Molière d'honneur. Et à la fin, il vient me voir, il me console parce que j'étais dévasté. Je voyais les gens tourner la tête, c'était horrible. Et ça riait pas du tout. Et un sketch qui faisait 4 minutes, il a fait 2 minutes 30, parce qu'il n'y avait pas les rires. Il me dit oui, c'est très dur sans la réponse du public. Il dit mais tu sais, c'est normal qu'il t'accueille comme ça, tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas, tu as beaucoup de talent. Et c'était... Ouais, j'ai dit j'ai pas eu de Molière ce soir-là, mais j'ai eu un Raymond DeVos. Et d'ailleurs, après, il me dit qu'est-ce que tu fais après? Je lui dis mais tu viens au Fouquet's, il y avait un dîner au Fouquet's. Je dis non, je vais pas aller au Fouquet's parce que je dis j'ai pas le sentiment d'avoir été accueilli par. Ça a été très dur parce que c'était un rejet de famille en fait. J'ai revécu un trauma d'enfance où la famille que je croyais être celle que je croyais être ma famille m'a rejeté. La famille du théâtre me rejette quoi. Donc c'était très violent, j'étais dévasté quoi. Et lui m'a remonté le moral et il me dit, il me fait ah bah je vais venir avec toi. J'ai dit mais Monsieur DeVos, vous avez eu un Molière, il dit vous voulez pas aller? Non, je vais venir avec toi, on va à la brasserie Lippe, je te retrouve là-bas. Et je me retrouve à aller à la brasserie Lippe et j'attends et je vois arriver Raymond DeVos avec Françoise Mauck, sa femme.
Et il rentre dedans, dans le restaurant, les gens le reconnaissent évidemment, et il est habillé en costard avec une pape et tout. Il prend une serviette sur une table, il se la met sur le bras, il se met à servir les gens dans le restaurant, à jouer au serveur avec son pape et son. Ah, j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Et son petit gilet grand monsieur. C'était un moment extraordinaire et il a été très important dans ma vie aussi, Raymond. Là, on se souvient ensuite tout un tas de films, la doublure, succès de La Maison du Bonheur. Qui est important aussi pour toi parce que c'est ton premier film inspiré de ton premier spectacle, La vie de chantier. Premier film, là aussi une histoire. Financement déjà facile, pas facile. Non, histoire facile. Financement facile parce que t'avais déjà. Non, mais la pièce de théâtre cartonnée, tout le monde voulait l'adapter pour le cinéma. Donc c'était pas très compliqué. Donc j'ai eu l'embarras du choix. Et comme je m'étais déjà fait arnaquer en démarrant ma carrière, je me suis dit là, je me ferai plus avoir, pas par Patrick Sébastien, mais par d'autres après. Parce que Patrick a été génial, d'ailleurs il m'a laissé partir quand j'ai dit non, je veux continuer à jouer, il m'a laissé partir parce qu'il voulait décaler à cause des élections mon spectacle, enfin bref, donc je le remercie encore aujourd'hui. Je fais la pièce de théâtre, j'écris une pièce de théâtre parce que je me dis il faut que j'écrive pour d'autres, pour voir si je suis capable d'écrire des dialogues, capable de raconter une histoire autre que des sketchs, parce que je me dis je vais pas faire des sketchs toute ma vie, j'ai envie de partager la scène avec d'autres aussi. Et ça marche, ça cartonne. Au début, il n'y avait personne, puis après, le bouche-oreille a fait que ça s'est rempli. Et j'étais producteur du truc. Et ça a été une révélation. Et les gens de cinéma venaient me voir en disant venez chez nous, on va vous signer, on va faire le film, tout ça. Et à chaque fois, je me disais non, je sais pas, voilà, je veux coproduire. Ah non, c'est pas possible. Le mec me disait on vous donne 7%. Je dis ah non, 7%, moi je veux pas. Je dis ouais, c'est gentil, mais je produis 100% du spectacle. Je veux pas 7%. Enfin, c'était même 80 à l'époque. Enfin bref. Et donc je dis non, c'est pas possible. Je veux pas. C'est mon œuvre. Je veux pas d'un coup tout céder juste pour faire un film. Et un jour arrive Claude Berry, qui m'avait vu plein de fois. Il avait vu des sketchs, il m'avait dit vous devriez écrire pour le cinéma. Plein de fois il m'avait dit ça, comme Philippe Carcassonne aussi d'ailleurs, qui est un super producteur. Et il m'avait dit il faut écrire pour le cinéma, Je dis oui. Et j'ai envoyé des choses à Claude Berry parce que j'adorais Claude Berry, j'avais lu son livre d'ailleurs, Autoportrait, qui était magnifique. Et son premier film avait bouleversé Le vieil homme et l'enfant. Et enfin j'adorais tout son cinéma, son écriture, sa passion pour l'art. Donc là, je dis à Claude. Claude vient me voir pour me proposer un rôle dans un film qu'il produisait. Il produisait, mais que j'ai pas fait. Et il voit la pièce, il dit mais il faut en faire un film. Et je lui dis mais Claude, je vous ai envoyé le scénario, enfin la pièce et tout, vous m'avez pas répondu. Il me dit ah bon. Bon bref, il me dit il faut signer chez moi. Je dis oui mais maintenant il y a plein de gens qui sont intéressés, donc je sais pas trop. Et là. Lui me fait une offre, à un moment donné, il en peut plus, il m'appelle, il me dit, écoute, je te donne ça. Bon, je dis, je veux ça aussi. Il me fait, ouais, d'accord, bon, allez, d'accord. Et donc, j'ai signé avec lui et Jérôme Sédou. Et puis voilà. Donc là, c'est le début de l'aventure avec Pathé. Ouais. Là, on va parler rapidement, parce que tu en as tellement parlé, et les Français et les Françaises sont évidemment au courant de cet énorme succès, plus grand succès, je le disais en introduction, du cinéma français. Bienvenue chez les Ch'tis. 20 millions d'entrées, quasiment 2 millions de DVD. Alors aujourd'hui... 3 millions, je crois. 3 millions même. Donc, non, mais alors, donc, deuxième film que tu... Alors, c'est le deuxième film, mais c'est celui que je voulais faire en premier. Mais tu disais que tu voulais pas abîmer, tu voulais faire attention, tu voulais d'abord être suffisamment bon. Parce qu'on ne sait pas si on sait, non mais tu sais faire, on ne sait pas si on sait faire ou pas. J'avais fait des sketchs, j'avais fait des trucs pour la télé grâce à Arthur dans Les Enfants de la télé, qui m'a aussi beaucoup aidé d'ailleurs, Arthur, qui a été très présent, avec qui je suis très ami. Et qui a été présent pour beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et il m'a aidé. Et j'avais fait des sketchs qui s'appelaient Les accros de la télé, avec Valérie Bonneton d'ailleurs, entre autres. Mais ça c'était pas du cinéma, quoi. C'était pas tenir un film, raconter une histoire sur 1h30. Et donc je savais pas si j'étais capable de ça. Et je voulais faire les Ch'tis, j'avais ça en tête depuis un moment, en ayant tourné avec Daniel Auteuil. L'idée est venue de là, dans Mon meilleur ami. On était très contents de tourner ensemble. Il est d'Avignon. J'avais dit, faisons un film avec quelqu'un qui vient du Sud et qui monte dans le Nord. Parce que l'histoire, et Kad nous le disait, c'était Daniel Auteuil pour qui tu avais écrit. Alors, au départ, je voulais que ce soit Daniel, mais en fait, Daniel m'a dit il pouvait pas tourner, il avait signé un autre film. Kad nous disait que c'était pas forcément le deuxième choix non plus.
CAD était... Non, Non, pas le troisième non plus. Non, pas le troisième non plus, non. Après, c'était José Garcia. Après, enfin, il y avait une liste, quoi. Voilà. Quelque chose que j'adore sur les ch'tis, c'est la projection qu'il y a lieu à l'Élysée. Tu dis évidemment à maman de venir, et ta maman, elle veut pas venir au départ. Non, elle veut pas, ouais. Elle veut pas venir, et quand elle vient, tu lui achètes une robe, tout ça est magnifique, et c'est une fierté absolue. Et quand elle arrive, elle est heureuse, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez un buffet et qu'on n'est pas assis à table. Et qu'elle a peur de se gourer dans les couverts. J'adore. Bon. Mais il faut savoir que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis allé au restaurant pour la première fois de ma vie à 18 ans avec la mère d'un copain avec qui j'étais à l'école à Saint-Luc. Qui dit, qui me parle d'un restaurant à Lille. Et je dis, mais je connais pas, je suis jamais allé au resto de ma vie. Elle me fait quoi ? Ben, je dis non, je suis jamais allé au resto, quoi. Et voilà, elle me dit, on y va tout de suite. Et je vais au resto avec elle et il y a plusieurs verres devant moi pour le vin et l'eau, différentes tailles. Et je suis persuadé que c'est au cas où on n'a qu'à ça, moi. Je me dis, et je suis sûr que de ça. Je dis, on a plusieurs. Si j'en casse ça, j'en ai un autre un peu plus grand ou un petit de rechange, quoi. Un verre de secours. Pour moi, c'est un verre de secours. J'aurais dû lire le bouquin de Nadine de Rothschild. Je pense que tu aurais dû commencer par ça. Hein. Bon, succès exceptionnel, tu quittes la France, tu pars habiter à Los Angeles. Motivation, professionnelle évidemment. Tu as envie d'être un peu éloigné du fait que là, il n'y a pas une seconde de tranquillité dans ta vie. Moi, j'adore les gens. Quand les gens me reconnaissent et viennent me parler, j'adore ça. Je peux passer 1 heure après une projection de film ou un spectacle à signer des autographes, j'irai jusqu'au dernier. Mais pour mes enfants, c'est compliqué. Mon fils, qui est à New York, là, qui est à NYU maintenant, à l'époque, donc il a 13 ans et on l'a changé d'école 3 fois avec sa mère. Parce qu'il se fait emmerder, parce que... Les gens sont au courant, ils savent. Même les profs, un jour, il se prend une réflexion, alors qu'il était très bon à l'école, il était surdoué même. On lui dit, c'est pas parce que vous êtes qui vous êtes que votre père est qui il est. Voilà. Bon, c'est très dur devant les élèves et tout. Donc, il change d'école plusieurs fois. Finalement, il retourne à l'école où il était avant. Et après, le fait donc, c'était très dur pour mes enfants, très dur pour ma famille. Je commence à faire la une des journaux sur des trucs où ils disent que je suis dépressif. Ma mère, elle est super inquiète. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es dépressif? Je dis, mais maman, tu m'as eu au téléphone hier. Je dis, tout va bien. Ils ont pris une photo à l'enterrement d'un ami, enfin, pour inventer une histoire. C'est des trucs qui je deviens un produit, quoi, qui vend, et je suis plus, je me dis, putain, j'ai plus de contact direct avec les gens parce qu'il y a ce filtre de l'immense notoriété qui fait qu'aussi mes enfants, bon, moi, je fais des photos dans la rue avec les gens. Les gens me demandent, mes enfants petits veulent se mettre sur la photo. Et je leur dis non, pour les protéger. Mais ils se disent, qu'est-ce qu'il y a, je suis pas assez bien. Enfin, ils comprennent pas. Donc, tout ce truc-là est très complexe pour eux, pour ma famille. Et donc, tu mets cette distance. Je suis contacté par Will Smith, Warner. Ouais. Donc, je vais là-bas pour signer le contrat, sans avoir l'idée de rester. Et... un agent me contacte, Elise Shirts, à l'époque elle était chez Endeavor, maintenant c'est WME, c'est mon agent américain, Elise, que j'adore. Enfin, il y a plein d'agents qui me contactent, mais je l'ai choisi elle, et de producteurs qui veulent travailler, faire des films avec moi. Et donc, je regarde ma femme à l'époque et je lui dis, écoute, restons. Les enfants sont bien, quand on va faire les courses, mais surtout pour les enfants, ce qui est bien, c'est que je peux aller, parce que j'ai un souvenir qui est assez compliqué. Mon fils aîné, à l'école, il est à l'école à Chatou, près de Paris, où il vit dans banlieue ouest avec sa mère, et la directrice nous convoque parce que il a fait un doigt avec des copains à la fenêtre du personnel de l'école. Donc il est puni, ça, moi je suis furieux contre lui. Au début, il me fait « Non, papa, c'est moi. » Il dit « J'ai fait ce doigt-là, en montrant l'index. J'ai pas fait le doigt, j'ai fait celui-là. » Je dis « Comment ça, t'as fait l'index, t'as été puni. » À tort, j'appelle tout de suite la directrice, ça va barder. Il fait « Attends, non, j'ai fait un tout petit peu celui-là aussi. » En me montrant le majeur. Mais surtout l'index. Et un tout petit peu le majeur. Donc je lui dis ok, voilà, tu vas être puni et c'est bien fait pour toi. C'est honteux, tu manques de respect aux gens. Je t'ai pas élevé comme ça. On va à l'école. Je suis convoqué. Je rencontre sa prof principale qui perd ses moyens devant moi.
qui a plus de salive et que je vois être super impressionné, qui dit « Oh, c'est pas grave, c'est bien le fils de son père ». Je lui dis « Attendez, excusez-moi, moi je respectais mes profs, je faisais pas ça, et les personnels de l'école, je faisais pas des doigts à la fenêtre. Je dis « C'est honteux, faut qu'il soit puni ». Oh, ça. Et donc je suis un peu furieux de ça, quoi. Là, tu dis c'est. J'ai dit c'est pas bien. Et on sort de l'école, la sonnerie sonne, les gamins sortent et alors là, je suis assailli. J'attrape mon fils, je le tiens pour pas être. Et c'est un cauchemar. Après, j'ai pris un garde du corps, j'étais obligé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, je leur fais vivre un truc qu'ils n'ont pas demandé. Moi, j'accepte, je m'en plains pas, ça fait partie de mon métier, j'aime les gens. Mais là, tu sens l'impact qui est considérable sur très les dur. enfants. Et je me retrouve à aller au foot avec mes gamins à Los Angeles, on les met au lycée français. Je vais au foot avec eux et peu de gens me reconnaissent. Et d'un seul coup, je suis le père d'eux. Je suis pas d'un seul coup. C'est pas lui qui est le fils d'eux. On va faire une pause amicale à présent. Le principe est simple. On a demandé à quelqu'un qui t'aime bien ou qui t'aime beaucoup de te poser une question et tu dois y répondre. La question est la suivante. Dany, tu sais que j'ai envie d'écrire pour toi. Alors, il faut que tu m'aides, que tu me mettes sur la voie. De quoi tu as envie? Tu veux jouer quoi? Quel genre? Voilà, que je sache. Enfin, je voudrais quand même dire que à chaque fois qu'on me pose à moi cette question, je ne sais pas y répondre. Voilà. Alors, mais toi, tu dois répondre. Je t'embrasse. Message de ton pote, Yvan Attal. Ouais. Donc, mon acteur. Bah oui, ton acteur. Dans Rue l'Humanité. Et puis dans Red Dingue aussi. Alors, j'adore. D'abord. Il a envie d'écrire pour toi. Alors, le lien que j'ai avec Yvan est très beau parce que on s'est rencontrés sur le tard, mais on s'aime énormément et puis on s'apprécie beaucoup. On a beaucoup de respect, d'admiration l'un pour l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Claude Berry qui a quand Claude Berry lisait les trucs ou que j'allais chez lui discuter, il me disait il y en a deux, il disait c'est Yvan et toi. Il dit je vous adore. Il nous adorait comme auteur, comme artiste. Il était très content qu'on travaille avec lui. Et moi j'aime beaucoup son cinéma. J'ai vu son dernier film qui sort en décembre là, qui est incroyable, qui est très réussi. Je trouve qu'il a un talent immense. J'adore Yvan. Il est pas en plus. J'adore son caractère parce que j'adore quand il s'énerve. J'adore quand il doute aussi, quand il est sur mon plateau et que je lui fais faire des trucs physiques, comiques, parce que je trouve qu'il a une nature comique incroyable. Et on va bosser ensemble, on va faire des trucs, on va écrire ensemble et il va réaliser. Donc c'est mieux, c'est que vous écrivez comme ça ensemble, comme ça sera plus simple. Donc on parle de ce film 8 rue de l'Humanité, sorti en octobre 2021 sur Netflix, et donc qui met en scène les habitants d'un immeuble parisien pris dans les affres du premier confinement. Donc, raconte-moi un peu ça. Tu as pensé à ce moment-là, assez tôt, tout était fermé, pas un théâtre, pas un cinéma. Non, tout est fermé. En fait, ce qui se passe, le déclic de l'écriture de ce scénario, c'est qu'on est, comme tout le monde, très angoissé par ce qui se passe, confiné à Bruxelles, avec Laurence et les enfants. Donc, Laurence, ta compagne. Laurence Arnay, ouais. Laurence Arnay. On est confiné, et puis... Pathé m'appelle en disant on peut pas tourner ton film qui doit se tourner en août, les assurances ne couvrent pas, on sait pas ce qui va se passer, donc on doit annuler le tournage, reporter le tournage. Donc je dois appeler mes chefs de poste, tous mes techniciens qui sont bookés quoi pour mon film, pour leur dire il y aura pas de tournage. Donc c'est dur pour eux. Et moi c'est douloureux pour moi aussi. Je me dis, ça me rend fou de devoir faire ça. Je raccroche après le dernier appel et je me retourne vers Laurence et je lui dis, écoute, plutôt que de subir cette situation, je dis, pourquoi on n'écrit pas dessus? On fait un film dans un immeuble confiné, comme ça, il y a moins d'acteurs, enfin, il y a pas de figuration. On sera entre nous, donc voilà. Avec les techniciens, les trucs. Et donc, j'ai rappelé tout le monde en disant, on va peut-être tourner, quelque chose. Pas cet été, mais en fin d'année, le temps d'écrire le film. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et après, Netflix me courait après depuis un moment. Ils voulaient que je fasse des choses avec eux. Et donc, voilà, ça s'est enquillé comme ça. On parlait de Netflix. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces plateformes? Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto,
Moi, je suis abonné à Netflix depuis 2009. Ouais, donc t'es plus tout le Alors, temps. et avant, ils faisaient pas ça. C'était tu téléchargeais des films payants. Ça mettait 24 heures. Quand j'étais à Los Angeles, en fait, j'ai découvert Netflix à Los Angeles. Je vous propose une pause musicale. Dany, quelle est ta chanson culte? Ma chanson culte, c'est une chanson de Dick Hanegard. Laquelle? Il y en a quelques-unes. Hein. Attends, Bruxelles, Ah, qui est très belle. on va l'écouter un extrait. Les néons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse des penses, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Merci Dany. De rien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.